l'invité de la matinale. KTO Radio. Ces dernières semaines, les révélations de violences, d'agressions sexuelles et de viols sur mineurs à Notre-Dame de Bétharram secouent la France. Ici, un établissement catholique est concerné, mais la question de la protection des enfants mérite d'être élargie. Comment mieux les protéger dans les établissements accueillant des enfants ? Cette question est au cœur du travail de notre invitée Solène Potvin-Favre. Bonjour. Oui, bonjour Maxence Eloi. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes coprésidente de la Ciivise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, dont la mission est de conseiller le gouvernement sur la lutte contre la pédocriminalité. Alors, dans le cas de Notre-Dame de Bétharram, plus de 150 plaintes ont été déposées pour des faits de violence, d'agression sexuelle et de viol qui auraient été commis entre les années 60 et les années 2000. C'est une affaire de grande ampleur. Effectivement, c'est une affaire de très grande ampleur. Je pense qu'on n'a pas encore toutes les plaintes qui sont arrivées au jour. Et effectivement, une affaire de grande ampleur que l'on a déjà vue dans le passé, mais voilà une nouvelle, effectivement. Qu'est-ce que cette affaire Bétharram révèle selon vous ? Alors, selon nous, ce que cela révèle, c'est que les réponses du gouvernement, des parlementaires et des institutions sont souvent données au travers de crises qui sont largement médiatisées, mais sont par définition très sectorielles. Alors, bien sûr, ça représente un mérite, mais aussi, c'est aussi leur limite. Alors, on a eu la SIAZ, par exemple, la mise en place de la SIAZ par la Conférence des évêques de France et la Conférence des religieux et religieuses de France, donc après l'affaire Barbarin en 2021. On a des commissions d'enquête sur les structures de l'ASE, après des signalements. Donc, c'est vraiment des réponses par petits bouts et des réponses sectorielles, alors qu'en France, on aurait besoin d'une politique plus globale de protection de l'enfance. Dans ce type d'affaires, on pense d'abord aux victimes. Certaines livrent leurs témoignages 50 ans après les faits, notamment comment les écouter, ces victimes ? Les écouter tout simplement, c'est-à-dire que on a enfin une parole qui se libère. Eh bien, c'est les écouter, les accompagner, respecter dans leurs témoignages, dans ce qu'elles nous apportent. Il faut savoir que c'est tout un mécanisme pour arriver à la révélation. On le voit dans des établissements comme des établissements catholiques. On l'a vu aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2021, cet exemple qui a été très emblématique du petit séminaire de Chavagne-en-Paillé en Vendée. Donc, c'est l'ancien petit séminaire, une sorte de collège pour futurs prêtres qui a compté jusqu'à 300 élèves par an et pour lequel on a pu identifier une quinzaine de prédateurs sexuels avec ce livre, donc, notamment de Jean-Pierre Sautreau, qui a porté son témoignage. Donc, c'est vraiment les écouter, les accompagner dans leur révélation et puis surtout écouter aussi peut-être les préconisations, les suggestions qu'ils peuvent nous apporter pour améliorer la situation. Comment ces faits de violence, d'agression sexuelle et de viol ont pu se produire sur une si longue durée ? Alors, on a vu les pratiques déviantes dans les établissements catholiques comme Bétharram. Ils ont déjà été identifiés, notamment dans le rapport de la SIAZ en 2021. Comment les identifier ? Comment ça a pu durer aussi longtemps ? C'est le silence et l'omerta qui est en place. Il faut savoir que les dispositifs de répression étaient connus, mais très volontairement, très peu mis en œuvre. Encore une fois, le silence était la loi et le silence, un silence complètement imposé. Cela veut dire qu'il y a des multiples responsabilités ici ? Il y a de multiples responsabilités, évidemment des prédateurs sexuels d'abord, évidemment, mais de tout un système qui n'était pas prêt, et qui n'est sans doute toujours pas prêt à écouter les dispositifs d'alerte, les signaux faibles qu'un enfant peut envoyer et à les traiter. Il y a, dans ces cas ici, il y a des agressions sexuelles multiples, répétées pendant des années. Il y a des viols avec une emprise perverse. Mais il y a aussi des claques, des brimades physiques, la rudesse d'une éducation qui a évolué, qui a beaucoup évolué en 50 ans. Comment lire ces faits avec le regard d'aujourd'hui, celui de la libération de la parole ?
Comment lire ces agissements? Évidemment, on est révolté, on pense aux victimes, à leur reconstruction, on pense à tout ce silence qui a entouré, ces agissements et tout ce qu'elles ont pu, endurer dans leur corps, mais aussi, les conséquences, psychologiques. Maintenant, les établissements catholiques ne sont pas une exception. Je crois que, dans tous les lieux, où il y a des enfants, il y a des risques et c'est la raison pour laquelle il faut réfléchir à des dispositifs plus larges, à la fois des dispositifs d'alerte et comment les traiter et comment former le Mmh. personnel pour que de nouveaux bêta-rames n'existent pas aujourd'hui. La Civise appelle justement à ce qu'un audit soit lancé pour faire la lumière sur tous les dispositifs d'alerte existants. Vous avez reformulé cet appel, en tout cas suite à l'affaire Notre-Dame de Bétarame. Un dispositif d'alerte dans tous les établissements accueillant des enfants. De quoi s'agit-il ? Absolument. En fait, il existe, dans le sport, suite, encore une fois, à une crise très largement médiatisée, le dispositif Signal Sport qui a été mis en place. Donc un dispositif d'alerte, et de traitement des alertes, dans le sport. Donc ce dispositif existe, il est, parfois contesté par les magistrats, notamment, du fait que les mises en cause, dans des affaires pédocriminelles sont l'objet d'une procédure disciplinaire et donc par voie de conséquence prévenus des faits qui leur sont reprochés, ce qui pose un problème au cours de la procédure judiciaire par exemple. Donc nous, ce que l'on appelle, c'est alors la recommandation numéro 24 du rapport de la Civise qui a été remis en novembre 2023 par le président Édouard Durand de l'époque de la Civise, appelle à une généralisation dans toutes les administrations du dispositif de prévention et de protection sur le modèle de la cellule Signal Sport. Nous, ce que l'on propose, c'est d'abord une mission inter-inspection, puisque cette cellule Signal Sport n'a fait l'objet d'aucune évaluation précise, et évidemment n'a pas été généralisée. Donc, on appelle bien à avoir une mission inter-inspection qui fasse la lumière sur tous les dispositifs d'alerte, à la fois dans les écoles, les lieux de culte, mais aussi tous les lieux qui reçoivent les enfants, que ce soit les activités périscolaires, les activités culturelles par exemple, les colonies de vacances, une activité sportive, etc. C'est-à-dire de ne pas avoir de réponse par petits bouts, mais vraiment faire la lumière sur l'ensemble des dispositifs, prendre ce qui est le meilleur de ces dispositifs, améliorer ceux qui doivent encore l'être, et puis généraliser évidemment. Et en quelques mots, qu'est-ce qu'il y a dans ces dispositifs d'alerte ? Qu'est-ce qu'on retrouve ? Alors, ce qu'on retrouve, c'est à la fois des définitions sur ce que les professionnels qui agissent auprès des enfants peuvent voir, comment est-ce qu'ils peuvent repérer des signaux faibles, et puis ensuite, comment est-ce qu'ils peuvent alerter, qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment aussi ils doivent se comporter envers les enfants, et puis comment briser le silence. La Fédération nationale des OGEC, ce sont les organismes de gestion de l'enseignement catholique. Ils ont réagi en début de semaine pour faire part de leur honte et de leur colère face aux révélations autour de Notre-Dame de Bétarame. Et ils parlent de la présomption d'innocence dans le cadre des plaintes qui sont déposées, mais également de la présomption victimaire à respecter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette présomption victimaire. Oui, la présomption victimaire, c'est le fait que par nature, on croit la victime. Donc, on la traite comme telle. C'est-à-dire qu'on valorise sa révélation, son témoignage, et on la prend en compte et on la traite d'une certaine manière. Et ce n'est pas encore systématique aujourd'hui ? Apparemment, ça ne l'est pas partout, mais c'est absolument indispensable. Je pense que les victimes ont vraiment besoin à la fois de dispositifs qui les accompagnent dans la bienveillance, que la justice soit faite pour les victimes. Et ensuite, on apprend aussi à faire plus de prévention en amont pour éviter de prochaines victimes. Mais les victimes ont beaucoup à nous apprendre là-dessus. Et qu'est-ce que cette affaire Bétarame, comme celle peut-être du procès que vous suivez en ce moment à Vannes du chirurgien Joël Le Squarnec, peuvent éclairer sur ce qu'il y a à faire aujourd'hui ? Alors,
L'affaire Betaram comme, l'affaire Le Squarnex, ce qu'on voit évidemment, ce sont des crimes de grande, ampleur. Ce que l'on voit aussi, c'est la défaillance du système. Une défaillance qui est, aidée par le silence, par l'omerta, par le souhait de ne pas, révéler, au grand jour, les faits. On le voit dans l'affaire, Le Squarnex, c'est une histoire d'inceste. À la base, nous, on est persuadés que si l'inceste était traité, dénoncé, condamné, comme il se doit, on n'aurait pas aujourd'hui ces 344 victimes, de ce chirurgien, Le Squarneck. Donc, victime de ce chirurgien, mais aussi victime d'un système qui n'a pas su entendre, qui n'a pas su écouter les victimes et qui n'a pas su protéger les victimes. Je crois que dans le cas de l'affaire Betaram, on a les mêmes constats, effectivement. Et quels sont, à la Civis, vos points de vigilance, le cap à suivre aujourd'hui ? Le cap à suivre pour nous, c'est vraiment de faire une évaluation des dispositifs qui existent, puisqu'il en existe, de les améliorer lorsqu'ils sont perfectibles et de les généraliser. Donc là, c'est bien en matière de prévention et aussi de remontée d'alerte. C'est aussi auprès de la Civis, au sein de la Civis, on a un projet qu'on appelle un projet enfant avec 3 volets. Une mission de recherche sur des personnes qui ont été victimes et sur leur accompagnement, l'accompagnement dont elles ont pu bénéficier et comment améliorer cet accompagnement. Donc là, il ne s'agit pas d'écouter le traumatisme en tant que tel, mais plutôt l'accompagnement qui en a été fait. Un deuxième volet qui est pour nous d'aller dans les établissements. Ça va démarrer là le mois prochain, au mois de mars, donc dans des établissements, à la fois des écoles, des collèges et des lycées, pour entendre les jeunes, entendre ce qu'ils ont à nous dire sur les dispositifs de prévention, comment améliorer nos dispositifs de prévention et aussi sur les révélations, puisqu'on sait que les adolescents parlent entre eux avant de parler à un adulte. Eh bien, qu'est-ce qu'un adolescent peut faire lorsqu'il est destinataire de révélations, par exemple ? Merci. Un troisième volet. Allez-y. Et un troisième volet, il s'agit d'un groupe miroir. Donc, nous travaillons au sein de la Civis avec un groupe de jeunes qui apportent, qui réfléchissent sur des recommandations et qui nous rendront un rapport au mois de juillet 2025. Merci Solène Potvin-Favre d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes la coprésidente de la Civis, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Merci à vous. Bon courage pour vous suivez actuellement le procès du Le Squarneck. Bon courage pour cela. Et merci à vous. Merci encore une fois. Au revoir. Au revoir.